C'est le maître du film d'animation, Michel Oslo. C'est un plaisir de le recevoir. Kirikou, bien sûr, Aznar, Dilili, tant de personnages. Et on vous retrouve, Michel, dans Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Un film qui, j'allais presque dire, une perle, un bijou qui vous ressemble et qui est plein d'imaginaire, plein de rêves, plein de contes. C'est mon langage. J'aime les contes, l'imagination, la féerie, les princesses. Je crois qu'on a déjà remarqué que j'aimais les princesses. Oui. Et j'ai un métier sensationnel. Je sais ce que je veux, je fais ce que je veux et j'aime ce que je fais. Oui. Et je travaille avec des gens qui aiment aussi ce qu'ils font. On ne peut pas rêver mieux. C'est 3 contes qui nous emmènent dans 3 univers, 3 époques différentes. Oui, j'aime changer de costume, changer d'époque, changer de lieu, changer de tout. Oui. Et c'est un rêve qui s'ouvre, une grande porte comme ça, vers l'imaginaire. C'est le nouveau film de Michel Oslo, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire? Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non. En Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme. Non, d'abord avec un homme. Un beau garçon, je veux le voir. Ça y est, il est trouvé. En tout cas, il s'aime. Ils s'aiment, même si les autres ne veulent pas. Avec des costumes. Des bijoux, avec une balle rouge. Non, des beignets. Faites-moi goûter. N'importe quoi. J'aime quand les histoires retombent sur leurs pattes. Mais arrêtez, elle peut pas raconter tout ça. Mais si, vous me donnez des idées. Et pour plusieurs contes. Une épopée de l'Égypte antique, une légende médiévale en Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle avec l'Empire ottoman, les palais turcs. Ce sont des univers qui vous fascinent encore, Michel Oslo? En gros, tous les univers me fascinent. Là, c'est 3 histoires bien complètes. Il y en a d'autres qui viennent. Hein. Oui. L'Égypte, de toute façon, c'est quelque chose qui m'a fasciné depuis la classe de 6e. Et la fascination n'a jamais diminué. Et j'ai eu le plaisir, la grande surprise, d'abord, d'avoir le président-directeur du Louvre qui m'appelle et qui me demande si on peut faire quelque chose ensemble. Et c'était une chose que je n'imaginais pas. Je commençais par dire, je vois pas ce qu'on peut faire ensemble, j'aimerais bien, mais... Et puis on m'a parlé d'une exposition en préparation, et bon, il y a eu une sorte d'explosion atomique, parce qu'il y avait deux choses de ma vie qui se rejoignaient: la fascination de la beauté éternelle de l'Égypte antique, et mon enfance africaine, l'école primaire à Conakry en Guinée, des pharaons noirs. Et alors j'ai dit au président, je peux vous faire un petit dessin animé si vous voulez. Et puis les choses se sont bien déroulées, et j'ai fait un film avec le Louvre et avec Vincent Rondeau, qui est un grand égyptologue et spécialiste de cette dynastie couchite qui vient du nord du Soudan. Ça a été un plaisir, Oui, ça va, regardez, c'est adapté évidemment en livre illustré Pharaon. Vous aviez eu des inquiétudes pour montrer les poitrines. À l'époque, en Égypte, les femmes n'étaient pas couvertes. Les difficultés avec les poitrines, c'était plutôt du passé. Mais j'avais quand même fait des dessins en favorisant des robes assez hautes. Et justement, ce monsieur Rondeau du Louvre a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»
Bon, tous les hommes et les femmes sont torse nu, et les robes des dames s'arrêtent ici, qu'on soit déesse ou reine. C'est comme ça. C'est joli, c'est bien fait. Et c'est comme ça que ça doit être. Et je suis très content que ce soit ainsi. Oui, ce sont des histoires merveilleuses. Tiens, je prends Le Beau Sauvage. Voilà encore le livre illustré. Là, c'est très, très différent. C'est l'inverse. Au lieu d'une antiquité prestigieuse, une province française, au beau milieu du pays. Un château. Dont on ne parle pas tant que ça, et que j'ai essayé de traiter avec autant de respect que l'Égypte, ou le Japon, ou d'autres pays que j'ai traités. Et je suis allé plusieurs fois en Auvergne pour prendre des photos, me renseigner, discuter avec les gens et faire des choses exactes tout le long. Et j'ai peut-être une petite frustration. Maintenant, j'en sais beaucoup plus sur l'Auvergne que ce que je montre dans le livre. Parce que dans le livre, je raconte d'abord l'histoire. Et le plus gros se passe dans une salle un peu lugubre d'un vieux château. Mais de temps en temps, il y a une échappée vers une campagne sublime. Et le vieux château lui-même est magnifique parce que c'est les pierres grises en lave. Et c'est très strict, très sévère. Ça va être très bien avec l'histoire. C'est beau parce que vous avez dit d'ailleurs quelque part dans une interview, Michel Oslo, mon univers, c'est la beauté. La beauté, évidemment, des couleurs qui sont sublimes, la beauté du dessin, la beauté de l'histoire, la beauté des âmes. Nous avons la capacité de produire de la beauté et nous en profitons. Je suis auteur de films d'animation. Au début, il n'y a rien, comme sur cette table. Et petit à petit, il y a des choses. Et je peux faire des choses moches ou des choses belles. Je fais des choses belles parce que je préfère. Ouais. C'est simple. C'est ça, par exemple, La Princesse des Roses et Le Prince des Beignets. Ce sont des rencontres, évidemment, où les princes et princesses, ou ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont des gens simples, des vendeurs de beignets, peuvent se rencontrer. Alors, cette troisième histoire, c'est beaucoup plus joyeux. On est là pour s'amuser et pour mettre justement le maximum de couleurs, le maximum de costumes. Depuis longtemps, je voulais utiliser les costumes turcs qui sont extraordinaires et qu'on n'a pas assez utilisés. C'est un des déclics. L'autre déclic, c'est toutes sortes d'histoires, en particulier les 1001 nuits. Mettre plein de costumes de princes, de princesses, de têtes coupées, de vizirs, de sultans, de mieux en mieux habillés, de clairs de lune, de oud joué avec une belle fille qui chante, de prince qui sait faire des beignets. Ouais. De princesse qui sait faire de la confiture de rose. Ça, c'est après les deux qui sont très historiques et relativement raisonnables. Celui-ci, c'est le bonheur. C'est du cinéma et on s'amuse. Oui. Alors, ce qui est magnifique, ce sont vos couleurs. On a l'impression qu'on pourrait les toucher. Vous parlez des beignets, on a l'impression qu'on pourrait sentir leur odeur. C'est-à-dire, votre cinéma est très sensuel. Je suis d'accord. Et j'aime ça. Ce dernier, il s'aime, il y a l'amour, il y a tous les parfums. On le sent à la traversée du marché, mais même des parfums moins recherchés. La princesse adore l'odeur de la friture et le garçon aime bien les pétales roses. Donc, il y a aussi donc, la musique qu'ils jouent eux-mêmes. Le prince sait très bien jouer du luth et la princesse a une voix de sirène. C'est magnifique. Voix de Oscar Le Sage, Claire de la rue du Camp et Aïssa Maïga. Dans ce film, on va revoir des images. Quel beau, j'allais dire travail, mais quel enchantement de l'animation. Ce qu'on peut faire
comment on peut réveiller les rêves comme ça avec une animation quand elle est poussée à son paroxysme comme ça de beauté. Regardez ces images. Michel, des équipes qui travaillent, qui fabriquent ça. Mais j'ai des équipes autour de moi qui aiment ce travail et qui le fait bien. En pensant absolument à ce que chacun fait. Et là, quand je revois le film, je repère des choses que je n'avais pas vues et qui sont finement faites, finement pensées, un petit truc en plus. C'est un plaisir de travailler dans ce domaine avec des gens qui sont des artistes et qui sont passionnés. Oui, vous avez évidemment le César du meilleur film d'animation avec Lily, et puis Kirikou et la sorcière, 1998. Ça doit être ça. C'est ça. Quand même, votre vie, votre premier long métrage à l'époque, change votre vie. Vous qui avez passé votre enfance à Conakry, vous rencontrez comme ça, vous touchez à quelque chose qui devient pratiquement universel. Oui, ça a changé ma vie. Il y a avant Kirikou, après Kirikou. Et avec Kirikou, que j'ai fait instinctivement, sincèrement, quelquefois en luttant contre des mauvais conseils, cette sincérité a touché tout le monde et continue. On me parle de Kirikou comme s'il venait de sortir. Oui. C'était beaucoup de vous, de votre enfance à Conakry dans ce film. Ah oui, c'est... Bon, une des raisons pour lesquelles ça sonne juste, c'est que ce village où des femmes pilent le mil, je l'ai connu. C'est le son de mes petits congés scolaires quand on allait en dehors de la capitale. Et ça fait partie de mon enfance. Et ces femmes actives, c'est aussi ça. Et la végétation exubérante. Et puis, tout ce que j'ai ressenti au cours de ma vie. Il y a pas que l'Afrique, c'est un film humain avant d'être africain. Oui, humain, parce que cette humanité presque universelle que vous exprimez à travers l'animation... Oui, parce universelle. On enlève presque. Allez, c'est universel. Oui, parce que Kirikou est devenu, pour beaucoup de pays, un personnage à part entière, qui appartient, y compris évidemment l'Afrique. Tout le monde a compris et tous les pays qui pouvaient acheter un film l'ont acheté. Oui. Et Kirikou passe par un nombre de langues ahurissant. C'est le film d'animation poussé, je le disais, à son paroxysme d'une certaine façon. Vous vous dites, on a une liberté avec cet art-là de pouvoir aller au-delà des frontières, peut-être que le cinéma... C'est la liberté absolue, il n'y a rien, et ensuite on met ce qu'on veut. Et les gens se méfient moins de l'animation, et je peux dire des choses très importantes sans qu'on résiste. C'est-à-dire, vous cachez des messages... Oui, c'est... Donc, au début de ma carrière, je pensais être un cinéaste, un point c'est tout, mais on a gravé au fer rouge sur mon front « enfant ». Et j'étais très mécontent. Et maintenant, non, ça ne me gêne pas. Cette étiquette est un cheval de Troie et je rentre avec tous mes guerriers. Oui. Pourquoi ? Parce que vous dites au fond, ouais, enfant, j'accepte. On se méfie pas. C'est pour les enfants. Ouais. C'est pour les enfants. C'est de l'animation. On se méfie pas. Mais pourquoi ? Parce que vous dites au fond, tous les adultes sont des enfants. Ah non, les adultes pensent que ça n'est pas pour eux, donc ils ne se méfient pas. Et je les touche. Oui. Donc vous ne faites pas des films pour enfants. C'est ça que je veux n'ai dire. Jamais fait de film pour les enfants, et c'est pour ça qu'ils m'aiment. Et c'est pour ça que les enfants les adorent. Oui. Ah oui, c'est le truc, c'est ça. C'est que je ne fais pas de films pour les enfants. C'est comme ça que ça marche. Oui. Vous ne faites pas des films pour l'enfant que vous avez été. Non, je pense aussi aux enfants. Je fais des films pour tout le monde. D'abord des films qui me passionnent moi, aujourd'hui. Ensuite pour des gens de mon âge. Et ensuite pour tous les âges. Et je fais attention, en sachant que dans la salle, il y aura des petits-enfants, de ne pas leur faire de mal. Mais je fais des films normaux, très... mine de rien, très sérieux. C'est des films pour tout le monde, ça c'est sûr. Oui.
Avec la beauté, je le disais évidemment, mais les contes, et là on en a, raconteurs d'histoires. Oui. Qu'est-ce que ça fait, je veux dire, ce besoin de nous raconter des histoires, de rêver, de se voir dans d'autres personnages comme ça, de s'imaginer dans des scènes? Et tout ça m'est venu naturellement, sans que je m'en aperçoive. D'abord, je me suis considéré comme dessinateur. Puis j'ai compris que le cinéma d'animation allait me combler, donc ça passe franchement par des histoires. Plus tard, je me suis dit, je suis plus conteur que dessinateur. Et puis non, parce que j'ai découvert des lettres que j'écrivais à ma grand-mère quand j'avais 8 ans, et c'est moi qui lui racontais des histoires. Et des histoires illustrées, c'était déjà un storyboard. Donc je crois bien que je suis conteur de naissance. Oui. Et je suis à l'aise dans les contes, et j'ai envie de vous en raconter encore et encore. C'est magnifique. Alors, les personnages, évidemment, mais vous parliez des décors, quand même. Et là, on est fasciné de se retrouver dans des univers. On se dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est beau. Et si ça pouvait exister. Mais tout ça existe. Oui, vous pensez que tout ça est vrai? Mais l'Égypte, elle est là. Ce que j'ai montré, c'est la réalité. C'est cette beauté, je ne l'ai pas inventée. En fait, il y a un grand nombre d'artistes qui ont travaillé pour moi pendant 3000 ans. Et j'utilise ce qu'ils ont fait sans le changer. Donc ça existe, oui. C'est splendide, ça existe. Vous le voyez dans les livres, dans les musées. Vous avez même gardé on voit que la face, pas la face, plutôt le profil. J'ai essayé de rendre l'image égyptienne telle qu'elle était, parce qu'elle est belle comme ça. C'est un défi pour les animateurs de faire bouger ces positions impossibles. On y est arrivé, bravo. Ensuite, l'Auvergne, allez-y. Mais c'est d'une beauté, et il reste, outre la nature, il reste les vieilles villes. Et puis c'est aussi une région où des gens vivent, s'activent. Elle existe. Ce que je montre, c'est ce que j'ai découvert en me renseignant sur l'Auvergne. Et puis les costumes turcs, je les connais depuis longtemps. J'ai de très beaux documents. Les décors que j'ai mis, ce sont des palais turcs. Donc, quelquefois, j'ai rajouté un petit peu. Ils sont déjà fous, et j'ai rajouté un petit peu de folie. Mais tout ça existe. Allez le voir. Oui, allez le voir. Alors, je vais vous dire, le point commun entre le pharaon, le sauvage, la princesse, allez, en même Kirikou et les autres, c'est vous. C'est vous le point commun. Oui, ça. C'est votre art. C'est votre art. Je ne m'échappe pas à moi-même. Et ces 3 histoires qui pour moi étaient totalement indépendantes, aucune liaison entre ces histoires. Les journalistes font en sorte que je paraisse intelligent et découvrent toutes sortes de liaisons entre ces histoires qui n'en avaient pas. Mais c'est vrai qu'on peut en trouver, comme se libérer soi-même. Les trois héros se libèrent. Ouais. Et derrière tout ça, les gens qui sont fascinés par vos films, par Kirikou et tant d'autres, et qui vous disent, au fond, vous m'avez fait rêver. Et ça, en fait, c'est quelque chose de nouveau et de très beau. Et j'ai de la chance que ça m'arrive. C'est un nouveau volet de ma vie. Et les enfants de Kirikou ont grandi. Et c'est là où ça devient extraordinaire. Des jeunes adultes magnifiques, hommes et femmes, viennent à moi pour me dire merci. Et souvent d'une manière très émotionnelle. Et il y en a qui arrivent presque pas à me parler. Et quelquefois, on se met à pleurer. Et puis, ils sont émus, je le suis aussi. Et c'est une chose extraordinaire. On vient, on me remercie. Les gens ont grandi, ont poussé bien, me remercient. Et c'est aussi une raison pour laquelle je suis revenu à des films plus courts. Ils sont forts. Parce que tous ces jeunes adultes me remercient pour les petits contes en silhouette, qui sont moins estimés théoriquement que les longs métrages. Mais ces petits contes
a touché les gens et les a aidés. Et je me suis dit, il faut en refaire d'autres. Oui, c'est vrai. Non, mais on peut se dire, parce que vraiment que je parlais d'universel, c'est-à-dire que vos films d'animation peuvent être vus, compris n'importe où, par n'importe quelle civilisation dans le monde. Et ça, c'est un langage universel qui est formidable. Et puis peut-être que dans 100 ans, on regardera encore ces films, des gosses ou d'autres seront émus. Là, je ne vais pas répondre. Oui. Non, il y a une chose qui m'a surpris, en fait. C'est l'âge de mes spectateurs. C'était pour tout le monde, mais il y avait quand même une limite. Je ne voyais pas les petits-enfants. Tout le monde à partir de 7 ans, Kirikou. Et sur l'affiche, il y avait écrit à partir de 6 ans. Je me suis dit, c'est ça le type de vendeur, trompe le public. À 6 ans, on ne peut pas comprendre. Et puis j'ai vu des salles pleines d'enfants de 5 ans, ils ne bronchaient pas. Ils réagissaient quand il fallait, ils étaient silencieux quand il le fallait, et à la fin, pendant le générique, ils ne se levaient pas. Et des pédagogues et des parents me disent votre public commence à 1 an et demi. Je trouve que c'est un peu trop jeune. En tout cas, plusieurs personnes me le disent. Donc je suis surpris de la compréhension des gens. Mais je fais pour le moment des choses très simples que tout le monde peut assimiler. Et aimer. Ah bah oui. Non, bah, il y a aussi pas mal d'amour dans les histoires que je raconte. C'est peut-être l'essentiel, non, Michel Oslo? Oui, oui, oui. Non, on aime bien aimer. Et être aimé. Pardon? Et être aimé. Vous. Ah oui, oui, non, mais quand ça va dans les deux sens, c'est bien. Merci. Le pharaon, le sauvage et la princesse, le nouveau film événement de Michel Oslo, avec les 3 albums illustrés qui l'accompagnent. Merci beaucoup, Michel Oslo. C'était un plaisir de vous recevoir. Courez voir ce nouveau film, un bijou. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir dit de si jolies choses sur moi. Merci.